Grégoire Pollet, nous nous rencontrons à l'occasion enfin, de votre dernier roman, Pax, paru chez Gallimard, comme à votre habitude, depuis le premier roman que vous y avez publié dans la collection Blanche à 27 ans. Je cite cet épisode-là parce qu'il figure dans ce roman. Alors, ce roman est un défi à l'interview parce que on pourrait l'aborder de mille façons différentes, étant donné qu'il évoque, si on voulait être très synthétique, l'année 1919 et à l'intérieur de l'année 1919, la signature du traité de Versailles qui survient un an après l'armistice de la Première Guerre mondiale. Mais ceci n'est qu'un seul point de ce qui devient une fresque qui transcende l'espace, le temps, la narration, les contraintes et les consignes de l'écriture romanesque. Alors, première question, comment avez-vous organisé le travail de l'écriture, la préparation de ce roman fleuve? Je pense que la principale préparation, ça a été des textes courts que j'ai écrits auparavant et où plusieurs thématiques et où une certaine technique se met en place petit à petit. Donc plusieurs thématiques déjà y reviennent, notamment celle de la Première Guerre mondiale et les techniques pour ce qui est justement de on pourrait dire, la gestion de la chronologie. Et en fait, ces textes courts, euh, je ne sais pas dans quel ordre ils se succèdent, mais je pense que le premier, c'était pour un recueil qui s'appelait Armistice. Oui. C'était un recueil de textes euh, comment dire, c'était un projet en fait de mon éditeur Jean-Marie Laclaftine qui s'était dit, tiens, pour fêter l'anniversaire de l'armistice, on va demander à une quinzaine d'auteurs un texte particulier. Et c'est dans ce texte-là que j'ai pour la première fois abordé un sujet non fictionnel, mais écrit de façon fictionnelle, mais un sujet non fictionnel. Donc c'est une sorte de nouvelle historique, mais où toutes les caractéristiques de Pax se retrouvent en fait. C'est déjà un jeu qui parle, et c'est déjà une vision du temps comme si on était dans la quatrième dimension, c'est-à-dire comme si on voyait le temps passer, si on voyait les objets ou les choses. euh, avec leur dimension temporelle, comme si on pouvait donc se déplacer dans le temps tout aussi bien qu'on se déplace autour d'un objet, autour d'une ronde bosse, simplement une ronde bosse qui comporterait la dimension temporelle. Et donc ça, c'était quelque chose que j'avais fait dans Armistice. Et juste après, on m'a demandé un texte pour un autre recueil collectif qui s'appelait La bataille du rail et qui était un recueil collectif euh, qui était pensé pour soutenir à l'époque la caisse de solidarité des grévistes du chemin de fer. Et donc j'avais continué sur non seulement cette manière, mais aussi cette matière, puisque c'était à nouveau une histoire de train, Stefan Zweig et Henri Van de Velde qui, sans le savoir, prennent le même dernier train qui, fin juillet 1914, quitte la Belgique pour l'Allemagne. Et donc c'est déjà en fait cette méthode de travail, donc lecture de mémoire, pas seulement de lecture d'ouvrages historiques, mais surtout lecture de mémoire, de souvenirs écrits par des gens de leur propre vie, et croisement, recoupement de ces différents témoignages, ces différents souvenirs, et puis mis à la sauce, on va dire à la sauce Paulet, c'est-à-dire orchestré à ma façon. Et ça, c'était deux tests, entre guillemets, que j'avais faits euh, et pour lesquels j'avais en fait énormément travaillé. C'est des petits textes de rien du tout, hein. Ça fait des 15 pages, c'est dans des recueils collectifs et donc ça passe tout à fait inaperçu. Toutefois, j'y avais énormément travaillé. C'était vraiment, ce sont des esquisses, disons, vraiment très importantes pour moi. Et troisième alors étape, c'était de nouveau une commande, puisqu'il s'agissait du Petit éloge de la Belgique. Et le Petit éloge de la Belgique, c'était de nouveau un texte relativement court, puisque ça ne devait pas dépasser 100-150 pages. Et je suis reparti sur cette matière, cette manière
que j'ai un petit peu développé alors à l'échelle de tous mes souvenirs, disons, historiques de la Belgique, tant personnels que strictement historiques, à travers les mémoires, etc. Et donc, en fait, cette façon de travailler, je l'ai mise au point où j'ai été attiré vers ça, disons, petit à petit, à travers des textes courts, puis le petit éloge de la Belgique, de sorte que je pense, quelqu'un qui a lu ces textes-là et qui lit Pax, se dit, tiens, on voit vraiment le fil rouge. Tout à fait. Tout à fait. Je n'avais pas lu la bataille du rail, ça c'est celui qui me manquait, mais effectivement, j'avais repéré cette filiation, je dirais, entre la manière d'écrire dans Petit éloge de la Belgique et dans Armistice, dans lequel apparaissent aussi des personnages qui vont revenir, comme les frères Thierry, comme Van de Velde, comme Verhaeren, comme d'autres encore. Mais avant d'entrer dans les personnages du roman Pax, j'aimerais qu'on aborde aussi ce choix que vous faites et qui fait partie de la méthode Paulet, comme vous l'appelez, qui est de se donner toute liberté pour être un narrateur qui est en même temps un passe-muraille, cette ombre furtive, cette manière d'être partout présent, là où le romancier ne se trouve pas d'habitude. Il intervient dans l'action, il interpelle les personnages qu'il rencontre ou qu'il fait intervenir. Et ça va de Freud à, à Stefan Zweig, à Proust. Tout le monde s'y retrouve. Victor Hugo même, on retrouve le Victor Hugo bébé en Espagne dans les valises de son père, mon père, ce héros. Alors, cette liberté-là, qu'est-ce qu'elle vous a finalement permis de faire en tant que romancier, d'être libéré de toutes les contraintes? Est-ce que ce n'est pas une contrainte supplémentaire? Alors, c'est arrivé petit à petit parce que, et presque par surprise, j'ai toujours eu, par rapport à la narration, le parti, enfin j'ai toujours pris, disons, pour la narration, le parti d'une narration impersonnelle dans les romans précédents. Et s'il y avait un jeu, c'était un jeu fictionnel. Par exemple, il y a un jeu dans Excusez les fautes du copiste où on trouve un personnage mis en accusation et qui raconte sa vie pour se défendre. Mais le personnage est donc un instrument de la fiction. Ici, comme l'ensemble de la matière que je traite est non fictionnelle, il n'y a pas un trait de fiction dans tout ça, euh, il y avait probablement, et c'est venu petit à petit de nouveau grâce à ces textes que j'ai écrits, donc c'est venu, on pourrait presque dire insidieusement, parce que c'était pas un projet de ma part, c'est venu insidieusement comme finalement le point pivot ou euh, comment on appelle ça, le point d'appui, voilà, pour un levier. Oui, Hein, oui. c'est le point d'appui qui, à un moment ou à un autre, dit, si j'utilise ce point d'appui, je pourrais soulever n'importe quoi. Et il me semble qu'effectivement, ce jeu, ce narrateur, qui est très proche de moi parce que pourquoi pas, voilà, mais qui n'est en même temps pas un jeu où je me raconte, qui n'est pas donc un jeu où je voudrais dire, par exemple, raconter ma vie, c'est assez peu le cas. Euh, mais c'est plutôt ce levier qui permet de tout soulever. Parce que qu'est-ce qui se passe finalement? Qu'est-ce qu'il y a à soulever? Qu'est-ce qu'il y a à soulever? Il y a à soulever cette énorme matière historique. Et cette énorme matière historique, en fait, euh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que le passé? Est-ce que ça existe? Est-ce que c'est un objet? Est-ce que c'est une convention? C'est essentiellement quelque chose qui se passe à l'intérieur de ma conscience. Euh, à travers, bien sûr, les lectures que je fais, donc à travers le travail d'autres consciences, mais fondamentalement, le monde qui nous entoure, en dehors vraiment de l'immédiat objectif actuel, tout le reste est un pur objet de conscience, c'est-à-dire, en fait, un objet de subjectivité. Et donc, cette espèce d'entéléchie, cette espèce de fabrication, disons, euh, mentale, qu'est l'ensemble de la réalité, sauf peut-être justement l'immédiat objectif, euh, c'est en fait une matière essentiellement subjective. Et donc, il était normal et naturel, plutôt que de faire semblant que c'est une chose qui existe en dehors de moi, non, c'est une chose qui existe en moi.
De même qu'il existe en chacun, bien entendu. Quand je dis moi ici, c'est simplement le sujet. Et donc, je pense que cette révélation du tout subjectif ou de l'absolu subjectif de la vie, de l'expérience humaine, c'est elle qui petit à petit a donné corps à ce jeu. Qui alors effectivement devient multiforme. Vous avez utilisé l'expression, à mon avis, qui est très juste, partout présent. Parce que partout, c'est l'espace, présent, c'est le temps. Et donc, il y a une sorte euh, en même temps que la prise de conscience, disons, de la nature euh, de, de tout ce qui fait mon expérience, ma connaissance, mon passé, mes souvenirs, mes espérances, enfin, la nature profondément subjective de tout cela, il y a en même temps un narrateur qui s'est libéré ou un artefact littéraire qui s'est libéré pour pouvoir exprimer justement ce caractère totalement libre désormais que revêt la réalité une fois qu'elle est entièrement subjectivée. Il faut dire peut-être aussi que ce jeu est aussi un jeu pas qui se regarde écrire, mais qui est sans arrêt sollicité par le travail de l'écriture. De temps en temps, c'est vrai que vous ne racontez pas votre vie privée, mais de temps en temps, par exemple, il y a ce trait d'humour et d'espièglerie de dire, ça y est, mes enfants sont encore là, qui vont interrompre ma rencontre avec Proust ou avec Zweig et ça crée une sorte d'allégresse, de jubilation dans la lecture qui est comparable à celle que vous avez certainement ressentie en écrivant, mais ça permet aussi de montrer d'une certaine manière que à partir de cette journée de 1919 et du moment où on signe le traité de Versailles, que dans le fond, tout ce qui a précédé, dans toute la complexité de ce qui a précédé et dans tout ce que ça va devenir, se trouve déjà figuré dans cet instant-là qui tient en une ligne dans votre roman. Mais tout y tient. Et donc, ça vous donne cette liberté-là de pouvoir y aller en écrivant et en disant, voilà ce que j'écris. Oui, effectivement, dans mon idée, le fait que d'avoir un narrateur je qui s'appelle Grégoire, etc., euh, était surtout une question de faire se rapprocher l'écriture et la vie. En m'éloignant de la fiction et en me rapprochant de l'écriture de l'histoire, l'écriture de la réalité, euh, l'écriture non fictionnelle, j'avais un besoin vraiment de rassembler l'écriture et la vie très concrètement. Rassembler et de ne pas faire, disons, de l'écriture un élément trop extérieur à moi ou un élément d'évasion, mais au contraire un élément de d'importation de toute la richesse mentale dans l'ordinaire. Et donc, c'est pour ça que ce jeu est à la fois un jeu finalement avec une forme de dimension philosophique, mais c'est aussi et surtout d'abord un jeu pratique, un jeu qui est écrit et un jeu qui est interrompu et qui dit, ça y est, je suis interrompu par mes enfants, etc. Et c'est aussi bon, il y a sans doute, je suis un mauvais analyste de moi-même, hein. La pratique et la théorie, Oui, c'est oui. bien souvent font mauvais ménage, mais il me semble que il était important, par exemple, et ça c'est mon habitude de romancier, toute chose qui arrive, tout personnage doit avoir une fonction dans le roman. Et donc, quand au début du roman, j'ai dit, mais ça y est, les enfants déboulent, ils m'interrompent, c'est vrai. Non seulement ça introduit, disons, un style qui va être un style, comme souvent dans mes romans, un style relativement découpé, haché, comme dans une chorale où il y a plusieurs niveaux qui finalement, ou une mosaïque, plusieurs choses qui viennent se mettre ensemble. Mais en plus, ça introduit les enfants comme personnages. Or, et ça introduit par là, même si je ne parle pas d'eux concrètement, ils sont pas nommés, il y a absolument aucune intimité là-dedans, mais ils sont quand même là. Et donc, ça introduit la notion du narrateur papa, du narrateur père, et donc du narrateur qui transmet. Et ça introduit également la notion de paternité, et la transmission donc qui vient avant le narrateur. Donc l'histoire de mon père, l'histoire de son père à lui, qui a euh, fort heureusement écrit ses mémoires, et certainement que la lecture de ces mémoires, qui sont des mémoires très familiaux, très 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 modestes, parce que ça se passe un petit village de la province de Liège, c'est la lecture de ces mémoires-là croisée avec la lecture simultanée des mémoires de Stéphane Zweig, par exemple, qui était un personnage, disons, d'une autre ampleur hein, en termes de célébrité ou de, voilà.
ou d'importance mondiale, ce croisement justement permet le croisement de la grande histoire et puis le croisement et de la situation toute simple, biographique, personnelle, humble, voilà, d'un auteur. C'est vrai que votre grand-père, né en 1904, et votre père, né 40 ans plus tard, mais chaque fois des moments où l'histoire s'écrit interviennent aussi dans l'évocation que le narrateur fait des raisons pour lesquelles il écrit. Ce que j'aimerais savoir, c'est si le fait d'utiliser cette technique-là, d'être si proche finalement des personnages historiques, mais aussi de votre grand-père et de votre père peut-être, est-ce que ça vous a appris quelque chose de plus que ce que vous ne pourriez apprendre dans leur mémoire, dans les livres d'histoire qui leur sont consacrés, dans ce qu'ils ont vraiment été? Est-ce que cette manière d'écrire donne une plus grande vérité au portrait que vous avez maintenant de ces personnages historiques? J'ai vraiment l'impression que plutôt que de les traiter comme des personnages historiques, c'est-à-dire avec distance, exactitude, je cherche à les traiter comme il se doit, c'est-à-dire de personne à personne. Et donc, je leur parle. Et je me souviens que dans les notes marginales que je prenais en écrivant, où je me donne souvent des instructions à moi-même, attention à ne pas oublier d'eux, etc., j'écrivais souvent être auprès d'eux. Ah oui. Il me semble que c'est cette façon-là, en fait. Être auprès d'eux. Quand on lit un livre, il n'y a rien de subjectif là-dedans. Il y a vraiment une communication de personne à personne, de subjectivité à subjectivité. Et donc, il y a un rapport de proximité, en fait, qui s'établit. Et un rapport, on pourrait même dire d'amitié, plus qu'un rapport de savoir, d'instruction. Et donc, quand je lis les mémoires de mon grand-père dans la version dactylographiée que je possède parce qu'il n'est pas édité, ou quand je lis le livre que Freud écrit sur Wilson, je le lis en fait de la même manière. C'est-à-dire que je le lis en écoutant. Et dès lors qu'on se met à lire en écoutant, la personne qui a écrit devient une personne, justement. Une personne, et donc la relation se renoue. Il y a quelque chose effectivement, un autre rapport de vérité, qui n'est pas seulement le rapport de l'objectivité, de l'exactitude, qui, dans les ouvrages historiques, se mue souvent, en fait, en jugement. Ici, pas du tout. Ici, on est dans un rapport d'écoute, dans un rapport de présence. Et il me semble que personnellement, moi, je ressentais avec beaucoup de chaleur personnelle, la présence, justement, la présence du passé. Et il m'a semblé, en écrivant cela, faire véritablement euh, une expérience de, justement, et assez intense même de la présence du passé. Mm. J'ai tout à fait changé ma façon de voir le temps, de voir le passé en écrivant ce texte-là. Ça, c'est certain. Il y a les personnages centraux comme Wilson, comme le ministre immense dont j'aimerais qu'on parle, mais par la suite. Et mais aussi les personnages secondaires qui sont très attachants et qui apportent un relief aussi. Je pense par exemple à Mantoux, l'interprète lors de la conférence. Un interprète est un personnage central dans ce type de négociation et est souvent celui que l'on aimerait bien être pour mieux comprendre ce qui s'est dit, la psychologie des relations entre les personnages qui décident finalement de l'avenir de l'humanité après la Première Guerre mondiale, ou un autre qui est le censeur, dont j'ai oublié le nom au début du roman, le censeur qui dit, bon, est-ce que l'armistice, ça on doit censurer ou pas? Alors, que vous apportent ces personnages-là à vous et au récit selon vous? Alors ça, ce sont des personnages que je tire généralement de mémoire, hein. Ce sont des gens qui ont écrit leur mémoire, qui sont des gens qui ne sont pas des personnages historiques importants, mais qui ayant participé à un événement qu'ils savaient historique, ont trouvé, et à raison, qu'il valait le coup de raconter leurs souvenirs de cette époque-là. Et donc, ça permet d'avoir des points de vue extrêmement divers, exactement comme ceux qu'un romancier recherche toujours, hein. En tout cas, moi, comme romancier, ce qui m'intéresse, c'est bien sûr le croisement des points de vue. Et ici, avoir Berger, qui était un soldat qui travaillait, un officier qui travaillait au bureau de la censure militaire à Paris, et puis voir dans ses souvenirs exactement les mêmes faits, les mêmes événements racontés que, par exemple, dans les mémoires de Clémenceau, qui était son grand chef.
mais sans le connaître, bien sûr. Et donc, il y a là toute une richesse, disons, des personnages secondaires. Et c'est pour ça que je me suis intéressé probablement en 1919, c'est parce que comme c'était un événement historique, il y a eu beaucoup de gens qui ont raconté leurs histoires, et donc ça permettait d'avoir un tissu de personnages secondaires, et pas seulement, on va dire, allez, la rengaine des grands bonshommes, ceux qu'on voit sur les photos, et qui finalement ont un discours qui a été repris par les historiens et que peut-être on connaît par cœur, en tout cas qui est dépourvu de vie. Hmm. Alors, il y a des personnages aussi qui ne font pas partie de l'histoire proprement dite, mais qui ont accompagné les personnages historiques. Alors, je pense aux Belges, comme ça on peut parler un peu des Belges aussi, comme Berthe Bovie, par exemple, qui survient et qui finalement, à partir de laquelle on peut tirer aussi tout un regard sur les personnages et les protagonistes qu'elle a rencontrés et qu'elle a croisés. Alors ça, ce sont des personnages que, bien entendu, je ne connaissais pas et que j'ai découverts au hasard des livres, des lectures, des croisements de livres, etc. Et donc, il y a énormément de fois où, comme dans la vie réelle, en lisant, on se dit, mais enfin, ça, c'est tout de même quelle coïncidence, c'est extraordinaire. Et donc, je ne sais plus comment je suis arrivé à lire les mémoires de Lou, donc Lou Oui. Zhengqiang, qui était ministre des Affaires étrangères de la Chine en 1919 et qui auparavant avait même été Premier ministre de la Chine. Et en lisant ses mémoires, je m'aperçois qu'en fait, ce bonhomme est à moitié belge, puisque non seulement il avait épousé une Belge à Saint-Pétersbourg, mais par la suite, il est même devenu moine ce qui est tout de même invraisemblable pour un Premier ministre chinois devenir moine dans une abbaye en Oui, Flandre. Et en plus, il va y rencontrer Hergé. Enfin, ça commence quand vous voyez ce genre de choses, vous dites, ça c'est quand même... il y a là, il y a l'Extrême-Orient, il y a Gand, il y a Hergé, il y a 1919, il y a Wilson, parce que Lou était un un très haut dignitaire, diplomate. c'est-à-dire le seul à refuser de signer le traité, c'est quand même pas rien. Euh, et donc, vous voyez qu'il y a une toile qui commence à se tisser là. Et alors, je dis, bon, ben voilà. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça commence avec ces personnages-là. Ces personnages-là étaient, c'est les premiers grands recoupements, les premiers grands alignements d'astres. Disons, je me suis dit, là, il y a le temps et l'espace sont rassemblés, parce qu'en plus, c'était autour de moi, ça se passait en Belgique, tout ça. Enfin, Lou, Berthe, la Belgique, etc. Donc, il y avait vraiment un, un rapport. Et donc voilà, ça, ces personnages-là, alors moi je connaissais bien sûr pas Berthe Bovy, mais je me suis renseigné. Ouais. Et d'ailleurs, on en sait très peu, c'était une femme très discrète, très importante. Lou, d'ailleurs, il y a une phrase que j'aime bien, qui n'apparaît pas dans le livre, mais Lou disait que chez sa femme, donc il était diplomate aussi, hein, il a une grande, donc il recevait beaucoup de gens, et il y avait une habitude que les gens avaient pris chez Madame Lou, c'était qu'on ne disait pas du mal d'autrui. Et alors il disait oui, et ça c'était dans les milieux diplomatiques, c'était aux Pays-Bas, quand ils étaient ambassadeurs à La Haye, dans les milieux diplomatiques, on disait chez Madame Lou, on ne dit pas de mal d'autrui. C'est curieux quand même, alors, voilà, c'est des petites choses qui font que ces Ouais. personnages deviennent extrêmement attachants et qu'alors, effectivement, une fois qu'on les fait revivre dans le roman, bon, voilà. Mm. Alors, il y a aussi un autre aspect qui provient de la manière dont vous voyez des personnages politiques belges, et je pense à Polymance, le diplomate, le ministre belge qui représentait la Belgique lors des négociations, à partir de la manière dont vous le décrivez, cette espèce de bonheur qu'il avait d'apprendre que la Belgique allait être la première à être refinancée, et quels que soient les résultats de la négociation, que de toute façon la Belgique, première attaquée par les Allemands, allait de toute façon être dédommagée. Il y a cette espèce de bonheur gourmand de l'homme politique belge qui se dit, voilà, moi je pars gagnant et je ressors gagnant. Alors ça, c'est Oui, amusant parce que c'est la psychologie des personnages qui survient à travers l'histoire. oui, oui, absolument. Mais ça, c'est pourtant, c'est développé de façon très, très elliptique, mais manifestement, ça se perçoit bien. Je suis heureux de le constater. Ah oui, oui, non, mais il y aurait mille éléments comme celui-là à citer, mais bon, là, on n'a pas le temps, il faut vraiment se plonger dans le roman. Alors, une des caractéristiques du roman aussi, même si vous n'êtes pas en mesure de faire l'analyse, c'est que finalement, comme ce vol des tourneaux que vous évoquez pour décrire la manière dont vous évoluez, vous, dans l'espace-temps,
il y a aussi cette manière euh, de rassembler tous les fils qui trouvent leur cohérence à la fin de la lecture des 400 ou 500 pages du roman. On se rend compte après coup, même si on a été un peu à se demander, tiens, mais pourquoi est-ce qu'il vient avec Eddy Merckx comparé à Proust ou d'autres éléments? Finalement, il y a une cohérence qui est celle de l'histoire proprement dite. Alors ça c'était évidemment une des dimensions les plus importantes. C'est que l'ensemble, en fait, est extrêmement homogène. En surface, on a un disparate qui est assez puissant. Je veux dire, on va loin quand même. Euh, on s'écarte très fort, les sujets, on remonte au XVIIIe siècle, etc. Mais ce qui compte, c'est de montrer petit à petit, par ce tissage des liens, que non seulement tout est lié, mais que, même encore plus fort que ça, un peu comme dans une planche d'anatomie, tout l'humain est un seul corps. Et ça, et donc une seule vie aussi. Et donc, si tout l'humain n'est qu'une seule vie, rien ne peut en mourir tout à fait, tant que tout n'est pas mort. Et donc, enfin, tout le passé est en fait une partie de notre corps. Mm. Et pas seulement notre passé égoïstement, nos souvenirs, mais en fait toute l'histoire. Et là, il y a un enjeu qui est profond et qui est un peu au fond de la démarche artistique dans ce livre-ci, démarche qui de ce point de vue est lyrique, on pourrait même dire poétique, c'est une affirmation, mais par la pratique, c'est-à-dire qu'on le découvre petit à petit en lisant, une tentative du moins, de démonstration de l'homogénéité fondamentale de tout l'humain. Mm. Et pas seulement de l'individu, hein. Eh oui. Justement, l'individu, de ce point de vue-là, n'existe que comme fiction, presque, ou n'existe que comme point de vue. L'individu au sens de atome, puisque individu, n'est-ce pas, le... Et donc ça, effectivement, c'est très important. C'est pas seulement le plaisir de l'harmonie finale, le plaisir de la symphonie, le plaisir de la chorale, disons. On s'aperçoit que toutes les voix étranges, en fait, faisaient partie d'un seul concert. Bien sûr, ça c'est important parce que c'est ça qui donne aussi sa justification esthétique au livre, c'est qu'on sent que petit à petit, en fait, il y a une unité profonde. Il y avait une raison pour laquelle tout cela était inventé. C'était pas pour rien, c'était pas gratuit. Mais non seulement c'est une justification en termes techniques, disons, et esthétiques, mais il y a aussi, pour moi, vraiment, au premier degré, hein, vraiment une sorte d'affirmation de l'homogénéité du territoire humain à travers l'espace. C'est évident, ça, on le sait maintenant avec les technologies, tout le monde se sent très proche de ce qui a lieu de l'autre côté du globe, mais également à travers le temps. Et ça, c'est beaucoup moins évident parce qu'aujourd'hui, nous sommes à une époque où on se sent très proche de ce qui se passe en Australie, où on ne dort pas pour un événement qui se produit à 50 000 kilomètres. Mais par contre, nous sommes à une époque qui oublie tout à fait le passé, qui considère que le passé ne sert à rien, puisqu'on est une époque mécanique, et puisqu'il ne sert à rien, il ne faut le connaître que dans la mesure où il est utile, mais Mhm. avec cette façon de voir, évidemment, tout le passé disparaît. Et là, je pense qu'il y a une perte de vitalité profonde et que la réconciliation, les retrouvailles du passé, non pas comme une chose érudite à connaître, à savoir, qu'on confie aux historiens, à ces savants, mais comme quelque chose qui fait intrinsèquement partie de nous, qui vit en nous, qui vit par nous et dans lequel on survivra, nous aussi, une fois que nous, on sera passé. Euh, Ça, là, je pense qu'il y a quelque chose comme une sorte de réconciliation, quelque chose en tout cas d'assez important qui se passe et qui justifie même encore plus que 1919 le titre du roman. Oui. C'est-à-dire que Pax, cette paix, ce n'est pas seulement l'allusion à la conférence de la paix de 1919, mais dans le fond, et c'est d'ailleurs pour ça que c'est écrit en latin, parce que c'est un langage qui est un peu intemporel pour nous, ou transtemporel du moins. En tout cas, il fait figure de langage un peu universel en Europe jusqu'au XVIe siècle au moins, et même après. Cette paix, c'est aussi ça, c'est cette réconciliation où ce remembrement, on pourrait dire, hein, ce remembrement du passé et du présent.
cette espèce de travail sur le temps pour nous donner une conscience plus, plus paisible, fondamentalement plus paisible, et pour nous dégager même, alors ça c'est un peu fort, mais c'est pas moi qui le dis, j'ai repris la citation de Proust, nous dégager même de l'inquiétude de la Mm. mort. Mm. C'est la citation que j'ai mise en épigraphe au tout début. Proust, à la toute fin, c'est tiré des toutes dernières pages de l'œuvre de Proust, c'est à la fin du Temps retrouvé, où il dit, mais en fait, il faut se rendre compte que quand on a vraiment fait l'expérience de la mémoire, on a une vision du temps qui est tellement différente qu'on est en dehors du temps. Mais alors celui-là, celui qui vit en dehors du temps, même si ça est venu d'une madeleine, dit-il, si c'est venu de simplement d'avoir goûté une madeleine, quelle peur de la mort aura-t-il? Et ça, c'est quand même très fort. Ça, c'est quand même très fort. Il me semble que Proust révèle en disant ça un des grands pouvoirs de la littérature, qui n'est pas du tout seulement un art de la distraction ou une façon de se désennuyer, mais au contraire, un art où quelque chose d'important se passe pour Mm. l'humain. Dans tous les arts, certainement, mais dans la littérature, en tout cas, il y a quelque chose d'important qui se fait. Il y a une pratique importante qui n'est pas sans conséquence. Et, et donc voilà, c'est, c'est, disons, Mm. dans cet élan-là que je me suis emporté. Mais en vous écoutant, je me dis aussi une sensation que j'avais éprouvée en lisant le roman, c'est que le roman, non seulement a sa cohérence, mais devient finalement au fil de la lecture un organisme vivant lui-même, un organisme qui a son histoire, qui a tous les éléments qui viennent nourrir le lecteur, qui devient, je dirais presque l'auteur du roman et qui est sensible à toute une série d'échos qu'éveille chaque ligne, chaque chant dont est composé le roman. Il nous reste 3 minutes pour terminer cet entretien. Il y a un élément qui m'a beaucoup séduit, amusé, enfin dans les différents épisodes du roman. C'est le roman où vous vous rendez chez Gallimard pour déposer le manuscrit sous enveloppe de la première version du livre et vous nous écrivez ce que vous écrivez à Jean-Marie Laclavetine, votre éditeur. Alors, lui, comment il a réagi à ce roman fleuve total Eh bien, euh, il m'a dit, enfin, je ne veux pas trahir non plus des confidences, mais Non. il y a deux choses en tout cas qui sont, à mon avis, très bonnes à répéter et qui m'ont fait fort plaisir aussi. Il m'a dit, c'est un roman alors quelle est sa formule? Euh, qui fait appel à ce qu'il y a de meilleur dans le lecteur. Ah, c'est une belle phrase. Ah, c'est magnifique. Et c'est tout Voilà. à fait vrai. Ouais, et donc ça c'est quelque chose que j'ai retenu, n'est-ce pas, qui fait appel à ce qu'il y a de meilleur. Parce que ça aussi, c'est important, parce que la littérature voilà, peut faire ça ou pas. Et une autre chose, non, sinon c'était sur comment dire, Ouais. l'excitation perpétuelle. L'excitation pour l'excitation intellectuelle, mais ça c'est moins important. Mais disons que ça c'était les deux choses principales. Et sinon, par ailleurs, bah, en tant qu'éditeur, bien entendu, la première version n'était pas encore découpée en chants, en Ouais, ouais, chapitres, ouais. etc., etc. Donc là, on a discuté pour justement rendre l'accès au livre plus praticable d'un point de vue, disons, strictement éditorial, mais ça, ce n'était pas très important. Grégoire Paulet, nous allons devoir nous arrêter ici. Il nous reste moins d'une minute pour conclure. Et pour conclure, je voudrais tout d'abord vous remercier non seulement pour l'interview, mais surtout pour ce roman qui s'inscrit dans la cohérence de l'ensemble de votre œuvre, qui est un roman d'une richesse qu'il serait impossible de résumer ici en une interview, en une phrase. Je ne peux qu'encourager celles et ceux qui nous écoutent à se plonger dans ce roman, qui est aussi un roman livre d'histoire dans la mesure où il nous invite aussi à aller réexplorer les pistes que vous en trouverez à certains des champs du roman. Merci beaucoup, Grégoire Collet, et on attend avec impatience le prochain roman sur lequel vous travaillez là où vous êtes. Merci, Grégoire. Merci beaucoup, Jean.